Sans plus tarder, je vous présente nos deux invités de la soirée. Myriam Baafou, elle est doctorante à l'Institut d'études féministes de l'Université d'Ottawa et à l'Université de Picardie-Jules Verne à Amiens. Elle travaille et milite au sein des écoféminismes et elle s'attache plus particulièrement à comprendre les enjeux écologiques actuels à travers un prisme d'analyse intersectionnelle. Et on va parler de tout ça tout à l'heure. J'ai des questions qui concernent tout ça. Donc, ça va être très intéressant de vous entendre, Myriam, là-dessus. Frédéric Legault est avec nous. Il enseigne la sociologie au Collège Antique et il complète une thèse sur l'économie post-capitaliste. Il est co-auteur de l'essai pour une écologie du 99 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme, publié aux éditions Éco-Société en 2021. Bonjour à vous deux, bonsoir plutôt. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci aux gens du public qui sont en ligne avec nous. Et donc, comme je le disais, les questions vont être posées à la toute fin de cette heure d'entretien. Bon, commençons par une première question. On pense souvent au dérèglement climatique en termes mondiaux. On dit que ça affecte toute la planète, mais les impacts sont loin d'être les mêmes pour tout le monde. Quels seraient ou quels sont les principaux facteurs là, qui impactent, qui influencent le plus là, les impacts de la crise climatique sur les humains ou sur d'autres espèces et qui sont ceux qui en sont les plus affectés sur le globe? Là, c'est une question qui pourrait être répondue pendant l'heure complète, mais après ça, on va raffiner. Donc, je passe la parole à Frédéric pour commencer. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est grandement apprécié. En effet, là, déjà poser la question en termes d'injustice environnementale, c'est un premier pas qui est nécessaire parce qu'on a le mythe ou l'idée reçue selon laquelle on serait possiblement tous dans le même bateau et que pour répondre à l'ampleur de la crise climatique, qui serait ni de gauche ni de droite, on devrait se rassembler tout le monde ensemble et résoudre ce problème qui serait un problème anthropologique ou qui rallierait tous les humains au-delà de toute cause politique et qui devrait donc être compris au-delà des différences. Eh bien, malheureusement, de ralliement, de solidarité, ne prend pas en considération là, les rapports sociaux, les rapports de pouvoir, en fait. Puis ça, c'est le premier pas qu'il faut faire là, quand on comprend la crise climatique, qu'on peut comprendre autant en amont qu'en aval, c'est-à-dire en termes de responsabilité climatique différenciée, en termes d'une élite économique et politique qui va être davantage responsable des émissions de gaz à effet de serre et qui va moins en pâtir. Hein. Puis là, il y a un paradoxe qui est intéressant à souligner, c'est que ceux et celles qui sont davantage responsables, et principalement ceux, ont davantage de chances de moins en pâtir aussi. Et inversement, ceux et celles qui en sont moins responsables ont plus de chances de subir les conséquences. Donc, en fonction de où on se situe sur le globe, notre salaire, notre revenu, si on est un homme, si on est une femme, si on est une personne blanche ou une personne racisée, nos chances vont être modulées, si on veut. Hein. Ce n'est pas du déterminisme non plus. Là, on peut parler de déterminisme probabiliste. On a davantage de chances d'être affecté par les catastrophes climatiques en fonction de ces facteurs sociaux et économiques. Ça, c'est portrait d'ensemble, je dirais. Portrait d'ensemble. Donc, Myriam, pour compléter peut-être ou ajouter des choses là-dessus? Moi, je veux bien rebondir ou continuer sur cette idée de démystification d'un nous global. Justement, il y a eu, je crois, je vis, dans ce message écologique un peu alarmiste, tiré aussi de la collapsologie et de tous ces mouvements-là qui nous disent « Attention, nous sommes au bord de, dans 5 ans, dans 10 ans, toutes les années, on a l'impression que ça se rallonge et qu'il y a quelque chose qui est presque sur le point d'eux, et comme si on était tous et toutes, en fait, finalement, sur le bord d'une falaise et qu'on allait... aboutir à notre fin, quoi. Et ça, en fait, c'est vraiment une manière, pour commencer, je dirais, extrêmement blanche, extrêmement européenne, nord-américaine, etc.,
de percevoir la crise écologique comme un presque, en fait, parce que ça nie et ça invisibilise complètement toutes les parties du monde pour qui c'est pas presque, en fait. Ça fait longtemps que c'est là. La sécheresse a augmenté, les migrations climatiques existent, l'autonomie alimentaire n'est plus possible. Enfin, c'est des réalités qui existent dans énormément de pays et de continuer à mobiliser ce message du « nous sommes presque sur le point de », c'est complètement neutraliser finalement toutes les inégalités sociales au profit d'un nous englobant, totalisant, qui en fait représente qu'une minorité, une minorité de personnes. Et j'aime bien le fait que Frédéric ait utilisé la formule de catastrophe. Moi, je pense qu'on ne devrait pas utiliser le terme dérèglement climatique, par exemple, parce que dérèglement climatique, c'est quelque chose de très objectif. En fait, on ne s'implique pas du tout, ce n'est pas une formule qui engage, en fait. Et même quand on dit réchauffement climatique, c'est pareil. En fait, pour moi, c'est des formules qui tendent plutôt à décrire, plutôt qu'à... C'est plus descriptif que normatif, en fait. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du retrait, de la contemplation. On dit, ah, ben voilà, il y a un réchauffement climatique, là, il y a un dérèglement. Non, en fait, je pense qu'il faut vraiment employer des mots et pas avoir peur. Moi, je dis qu'il y a une destruction, en fait. Il y a pas, la biodiversité ne s'effondre pas, elle est détruite. C'est pour ça que le terme d'écocide, notamment porté par Valérie Cabane, qui est une juriste qui essaie de faire passer ce terme dans le droit, je le trouve hyper fort, en fait. Il y a vraiment tout un vocabulaire pour moi dont il faut se ressaisir pour parler de la réalité que plusieurs personnes sont en train de vivre et elles font face non pas à un effondrement ni à un dérèglement, mais à une vraie destruction du climat et même au-delà du climat, en fait, pour être plus précis, de leur mode de vie, de leur culture, de leur terre. Et c'est là qu'on arrive à toucher quelque chose de beaucoup plus concret, en fait. Parce que dérèglement climatique, pour moi, c'est comme ce que disait Frédéric sur le nous, en fait. C'est beaucoup trop global. Et je pense que pour parler d'écologie, c'est ce que disent les écoféministes, mais ça, peut-être, j'y reviendrai plus tard. Pour parler d'écologie aujourd'hui, on ne peut plus avoir des termes globaux, en fait. On ne peut plus rentrer dans des grands récits. Il faut être beaucoup plus dans le palpable et le parcellaire. Et donc, voilà, premièrement, déboulonner cette idée d'un nous, de l'anthropocène, de cette espèce d'idée d'humain menaçant pour la planète, alors que ce n'est pas le cas du tout. Les disparités sociales sont tellement larges qu'on ne peut absolument pas mettre sur le même niveau un PDG d'une entreprise extractiviste et une mère de famille chilienne. Et ensuite, peut-être adopter un vocabulaire qui est beaucoup plus militant, même par rapport à ce qui est en train de nous arriver. Oui, c'est super intéressant parce que je veux rebondir justement sur ce que vous avez dit tous les deux par rapport à le fait que les pays de l'hémisphère nord en général sont favorisés par rapport à l'hémisphère sud. Donc, ces derniers là, subissent de plein fouet les changements, les conséquences de la crise ou de la catastrophe climatique, utilisons-le, ce mot catastrophe. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'expression nouveau colonialisme à la sauce environnementale? Est-ce qu'on peut parler d'un colonialisme vert? Est-ce que c'est des termes dans vos champs d'expertise qui sont déjà mis de l'avant? Frédéric? Oui. Excusez-moi, j'ai hésité à savoir qui prenait la parole. Évidemment, une forme de néocolonialisme, je pense que c'est une expression qui est adéquate dans la mesure où il y a une externalisation des coûts sociaux et biophysiques par les pays, ce qu'on appelle le Nord global, ce qu'on peut appeler les pays riches, si on veut, là, pour faire des raccourcis, qui vont externaliser non seulement les coûts sociaux, c'est-à-dire les endroits les coûts de production des biens, des produits qu'on va consommer dans le Nord global. Donc, les grandes entreprises, quand elles regardent la carte du monde, elles y contemplent en tant que producteurs, un peu comme nous, en tant que consommateurs, on regarde un centre d'achat, c'est-à-dire elles vont regarder la meilleure offre sur le marché, elles vont s'installer là où les prix sont le plus avantageux, donc en termes de législation de main-d'œuvre, la législation environnementale, les législations aussi en termes de taux d'imposition. Donc, elles vont placer leurs actifs sur la carte, comme nous, on va aller magasiner dans un centre d'achat, et ça va nous permettre à nous, les consommateurs, consommatrices du Nord, de ne pas voir la destruction environnementale qui permet
l'opulence matérielle qui caractérise notre mode de vie dans le Nord global, notamment l'extraction des minerais rares qui permettent l'ensemble d'infrastructures technologiques qui nous permettent de continuer de travailler pendant la pandémie, si on veut, en télétravail. Donc, en amont de la production, tous les rapports sociaux de production, le travail qui permet d'avoir des biens de consommation à faible prix sont directement reliés à des coûts de production abaissés par des législations du travail affectées par le niveau de concurrence auquel sont confrontées les législations nationales, qui sont généralement inférieures en termes de pouvoir face aux grandes entreprises, qui vont les faire chanter, souvent Google ou c'est Facebook, je crois, qui a fait chanter l'Australie récemment en termes de législation par rapport aux publicités. On les voit, elles ont plus de pouvoir que les États et elles sont capables donc d'imposer leur volonté et donc d'externaliser, pour en revenir là, sur le colonialisme, autant en amont, les coûts sociaux de production, mais aussi en aval, c'est-à-dire toutes les décharges, les déchets vont retourner dans le sud global pour être enfouis parce que les sites d'enfouissement coûtent moins cher dans le sud global. Donc, à l'abri des regards indiscrets des consommateurs et consommatrices du nord global, il y a des enfants qui travaillent dans les mines de cuivre, si je me rappelle bien, en Afrique, au Congo. Ah, je ne veux pas dire de niaiserie. Bon, je me trompe peut-être de minerais là, rapidement, comme ça, je suis désolé, on a eu. Et par la suite, en fait, qui va participer à la production des marchandises technologiques qu'on va consommer, qui vont être externalisées par la suite. Donc, il y a un ensemble de mécanismes internationaux qui permet la consommation des consommateurs du Nord global qui nous sont cachés, mais qui ne seraient pas possibles sans les pays du Sud global. Et c'est la raison pour laquelle le mode de vie occidental, si on veut, n'est pas universalisable parce qu'il dépend d'un extérieur. Et c'est un peu l'espèce de fantasme qui est perpétué par le néocolonialisme planétaire, qu'on pourrait dire, on pourrait l'universaliser, mais à condition de coloniser d'autres planètes pour aller extraire des ressources nécessaires pour maintenir et pour universaliser ce mode de vie. Ouais. Donc, oui, évidemment que cette dimension-là qui est nécessaire à creuser. Ah, que c'est intéressant aller coloniser d'autres planètes pour trouver de nouvelles ressources. Il y en a qui s'y affairent présentement. En tout cas, on a l'impression. je fais des hypothèses, là. Je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais quand même. Et bon, nouveau colonialisme, néocolonialisme, colonialisme vert. Donc, on prend des choses, on les ramène chez nous et on les rejette là-bas. Myriam, là-dessus, une intervention, des ajouts? Alors, c'est extrêmement large et c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans mon travail aussi, donc ça va être difficile de partir sur un point particulier, mais déjà, je vais partir des mots, parce que c'est ça, au moins c'est un socle et un ancrage qui sont un bon point de départ. Moi, je ne parle jamais de néocolonialisme, par exemple, parce que je pense que le colonialisme ne s'est jamais arrêté, en fait. Donc, j'ai pas de... Néo, ça sous-entendrait qu'il y a une nouvelle forme. Et en fait, pour moi, c'est pas... Les formes ont changé, bien sûr, mais c'est comme si on disait néo-patriarcat, en fait. J'ai pas d'utilité de rajouter un néo avant, parce que pour moi, c'est juste des formes qui sont à peu près différentes et encore pas tellement. Et l'idée principale comment dire, la façon dont le colonialisme a pu muter, en tout cas entre l'idée qu'on s'en faisait peut-être avant et maintenant, c'est qu'avant, on imaginait plutôt un colonialisme de peuplement. Ça veut dire qu'on se disait, quand une région est colonisée, quand ses habitants et ses habitantes dépendent ou sous tutelle d'un autre pays. C'est plus majoritairement le cas depuis ce qu'on a appelé les grands mouvements de décolonisation. En revanche, ça a été des décolonisations seulement de peuplement, en fait. Parce que les territoires, les terres, la production, les économies sont toujours, en fait, dans des états de dépendance vis-à-vis de pays riches. Et donc ça, c'est un premier point. Et pardon, je vais continuer là-dessus. Par exemple, en Afrique du Nord ou dans les pays arabes, on voit que les institutions, en fait, qui contrôlent les directions budgétaires, en fait, ce sont des institutions comme la Banque mondiale, la Banque européenne, qui sont en fait des institutions directement héritées et construites par des puissances coloniales.
Donc, ça veut dire que même aujourd'hui, en fait, quand bien même la colonisation de peuplement serait terminée, la façon même dont les pays produisent en fait leur économie est absolument dépendante et aux mains d'institutions supérieures qui, en plus, les placent dans un état de dette permanent. Parce que la dette, c'est pareil, on pourra en parler après peut-être, mais c'est une façon absolument coloniale, en fait, de pouvoir maintenir, tête immergée sous l'eau, en fait, tant de pays pour qu'ils continuent, en fait, à contribuer à notre propre bien-être et confort. Donc ça, c'est mon premier point. Et je dirais aussi que ce n'est pas si binaire que ça. J'aurais pas tendance. Évidemment, je parle de pays des Sud, Sud globalisé, etc. Mais en fait, les logiques coloniales, il faut savoir aussi qu'elles se sont intégrées au sein même des pays des Sud, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'au sein même de certains pays, si tout à coup la France ou les États-Unis coupaient complètement leur rapport avec certains pays, il n'est absolument pas dit que ces pays-là retrouveraient tout à coup un Éden, un âge d'or, d'harmonie et écologique. Absolument pas. Parce que la colonisation, elle fait aussi des effets dans les esprits, en fait. Et dans les manières, dans les attitudes aux vivants, dans les façons de planter, dans les façons de cultiver, dans les façons d'habiter ensemble. C'est ce que dit d'ailleurs Malcolm Ferdinand dans son livre Une écologie décoloniale, en fait. C'est que ça. C'est comment écologiquement, en fait, on est abîmé par la colonisation. Et c'est presque plus en rapport avec une dépendance purement matérielle, en fait. C'est aussi dans l'esprit, dans les attitudes, etc. Donc, je pense que les dynamiques coloniales, elles sont aussi à étudier à l'intérieur même des pays, en fait, qui en ont été victimes et au sein même de nos pays, en fait. Entre, je ne sais pas, la ville et la campagne, entre les femmes et les hommes. Enfin, il y a énormément de dynamiques qui sont complètement héritées du colonialisme. Donc, ça demande une complexification assez difficile et fine pour comprendre en fait tous les effets du colonialisme aujourd'hui. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on a un florissement aussi fort des études décoloniales et des théories décoloniales, parce qu'elles sont à tellement de strates, de niveaux différents de compréhension, que c'est immense. Tout à fait. Mais c'est vraiment intéressant. Puis on va revenir sur ce point-là que justement le colonialisme est en nous finalement et qui le motive nos comportements presque de façon inconsciente, en tout cas les comportements, des façons d'agir des États, en tout cas notamment, mais aussi des individus. On parle dans. Puis là, je veux aller vers un terme qu'on a utilisé dans la présentation de l'événement. Je m'en vais dans une autre direction pour mieux revenir vers ce qu'on aborde en ce moment. Les écoféminismes, Myriam, là, je m'adresse à vous particulièrement. Vous utilisez le terme les écoféminismes et non pas l'écoféminisme dans justement l'abécédaire des féminismes présents dans lequel vous signez un texte. Pourquoi c'est important pour vous d'utiliser le pluriel, les écoféminismes? Alors moi, au début, je disais l'écoféminisme, comme plein de personnes qui rentrent dans ce mouvement et qui ne connaissent pas grand-chose. Et en fait, comme plusieurs mouvements, finalement, comme le féminisme aussi, d'ailleurs, on devrait dire les féminismes, d'ailleurs, je pense vraiment. J'ai constaté qu'en disant l'écoféminisme, souvent, en tout cas à partir d'un contexte français, dès que je disais l'écoféminisme, ça appelait, ça mobilisait une tradition très héritée des mouvements antinucléaires des années 1970, très héritée du Greenham Common, qui est ce camp de la paix qui a duré 20 ans en Angleterre, très héritée d'une conception presque harmonieuse un peu du vivant, très attachée à la féminité, aux femmes et à la protection. En fait, ça mobilisait tout un champ et toute une tradition qui était vraiment liée à un contexte nord-américain ou occidental. Et c'est une manière, en fait, aussi, ça s'appelle un blanchiment, en fait, quand on utilise un terme et qu'on y injecte juste une seule histoire hégémonique sur toutes les autres. Et en fait, c'est en découvrant, pareil, les 1000 endroits des écoféministes, parce que pour le coup, je pense que les écoféministes, pour moi, montrent beaucoup plus de disparité, de distorsion et de camps absolument différents que le féminisme. Et donc, je trouve que c'est vraiment plus honnête simplement de le dire au pluriel, parce qu'il y a des écoféministes entre elles qui utiliseraient le même terme, mais qui sont vraiment de bords politiques absolument différents. Donc, premièrement, pour cette idée de blanchiment, en fait, j'avais envie de rendre visible des écoféminismes qui venaient des Suds, des écoféminismes principalement, alors ceux pour moi où ça bouillonne le plus, c'est
en Inde et en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et en fait, quand on disait l'écoféminisme, directement, c'était, si vous voulez, Starhawk, Greenham Common, etc., qui sont des personnes super, hein, mais qui représentent absolument pas toute la diversité. Et encore une fois, le combat décolonial qui est à l'intérieur de l'ADN des écoféminismes, en fait. Et c'est quand même assez hallucinant de constater avec quelle rapidité toute cette artère décoloniale a pu être évincée au profit de récits antinucléaires qui sont, encore une fois, super. Enfin, je ne discrédite pas ce combat en soi, mais on a très vite oublié, en fait, pourquoi les femmes se mobilisaient par rapport à leur terre. C'était aussi vis-à-vis des hommes et du patriarcat, mais aussi parce qu'en fait, elles se sont fait déposséder de leur terre, de leurs moyens de survie, du moyen de survie de leurs enfants. Par exemple, la maternité aussi, c'est quelque chose qui a été très vite évacué des écoféminismes occidentaux. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est parce qu'on a une vision de la maternité qui est très asservissante, ce qui n'est absolument pas le cas dans des traditions des Suds, par exemple. Donc voilà, il y a tout un peu un truc de reclaim, quand je dis écoféminisme au pluriel. Et je trouve que ça ouvre aussi beaucoup. Et puis ça permet peut-être aux gens de s'en saisir. Des gens qui ne se déclaraient pas forcément écoféministes, quand on leur raconte d'autres histoires, ils disent « Ah bah ouais, quand même, peut-être qu'il y a une proximité avec ce que je ressens. » Oui, bien, en fait, là, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont là puis qui ne savent pas trop ce que c'est que les écoféministes. Mais là, en même temps, c'est difficile à décrire parce que, comme vous le dites, ça réunit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais si on devait faire l'exercice de le décrire, qu'est-ce que vous le diriez à ces gens qui ne savent pas du tout ce que c'est? En essayant d'être extrêmement simple et rapide, je dirais que les écoféminismes défendent à partir de luttes, avant de défendre à partir d'idées, et ça c'est extrêmement important. Ce sont d'abord des luttes de terrain et des luttes de défense avant d'être des théories philosophiques. Ce que nous, par exemple, en France, on a reçu comme des théories philosophiques principalement, ce qui, encore une fois, déforme aussi les écoféministes. Donc, les écoféministes défendent l'idée sur le terrain que la destruction, si on prend les termes, la destruction écologique actuelle est extrêmement liée au patriarcat ou je vais y arriver, hein, aux rapports sociaux de masculinité hégémonique. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une attitude virile, agressive, colonisante, qui s'accapare, qui prend, qui est extrêmement visible dans ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Cette attitude-là, en fait, elle a comme déteint, elle a comme contaminé, en fait, sur tout ce qui est de l'ordre de la nature, pour autant que ça veuille dire quelque chose, mais ça, peut-être qu'on en parlera à un autre moment. Et qu'en fait, dans cette idée de nature, en fait, dans cette construction de la nature, les femmes ont été assimilées finalement à tout ce règne naturel-là. Ce règne naturel-là qu'il fallait dompter, qu'il fallait apprivoiser, qui était chaotique, qui était incontrôlable. Donc voilà, tout ça, c'est historiquement des moments en fait, auxquels les écoféminismes se raccrochent en se disant, bah voilà, en fait, on a eu une catégorie de femmes, une catégorie sociale qui sont les femmes, qui ont été naturalisées, et au contraire, une catégorie sociale qui s'appelait les hommes, qui se sont définis comme la culture. Et étant donné que la nature est considérée comme une ressource, les femmes ont été considérées comme des ressources. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ça m'amène à ma prochaine question, en fait, qui est tout à fait en lien avec ce qu'on dit. Et là, on va parler du mouvement écologique, mettons, dans son Recording in ensemble. progress. Mais les hommes blancs, pardon, j'ai eu comme une voix qui m'a parlé. Vous l'avez entendu, je pense. Bon, c'était pas la voix de ma conscience, c'était la voix de Zoom. Oui, c'est ça. Je veux en venir au fait que, justement, les hommes blancs cis prennent beaucoup de place dans la société depuis de nombreuses années, mais prennent aussi beaucoup de place au sein des mouvements environnementaux, comme dans toute lutte. Comment est-ce qu'on peut arriver à lutter idéalement ensemble, sous l'égide, puis peut-être pas idéalement ensemble non plus, là, mais bref, sous l'égide d'une véritable égalité, ne serait-ce que pour la lutte dans les mouvements de contestation physique, prendre la rue, par exemple, ne serait-ce que pour une prise de parole, malgré le fait qu'on soit conditionné par le système patriarcal. Comment on fait ça? Puis là, j'ai le goût d'envoyer la balle à Frédéric. Oui, ben oui, je suis encore moindrement actif tout de même, là, mais dans le mouvement écolo au Québec,
qui peut être intéressant d'appeler le mouvement vert. Là, on pourrait revenir plus tard, appellation que j'ai rencontrée dans le mémoire de Laurence Guinette, posée en 2019, je crois, à l'UQAM, qui portait sur le mouvement vert, là, qui permet de distinguer environnementalistes d'écologistes. On pourra possiblement y revenir, mais en effet, moi, j'ai le goût de citer une de mes amies et collègues et camarades de lutte là, pour, en effet, c'est peut-être une des premières choses que les hommes peuvent faire dans la société, mais aussi dans les mouvements, c'est de céder la parole, d'écouter, de se remettre en question, d'être à l'écoute, de se remettre en question souvent et re-souvent pour justement se demander est-ce que je suis en train de prendre la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que je pourrais participer par exemple, des formes de transfert de privilèges, par ma situation à donner la place à quelqu'un, aider une autre personne, encourager d'autres personnes à prendre des places qui sont moins, qu'elles se sont fait dire que ce n'était pas leur place socialement et que, conséquemment, elles se sentent moins à leur place, ce qui n'est pas concrètement le cas là, non plus au final. Bref, tout ça pour dire, j'ai le goût de commencer par citer une de mes amies et une des en fait, c'est un peu paradoxal, mais selon moi, qui est une des piliers du mouvement vert au Québec et qui est insuffisamment connue à l'extérieur du mouvement, c'est une femme qui s'appelle Maude Prudhomme, qui gagne à être connue et qui le silence sur sa personne, sur son travail, sur sa couleur est fait un peu. Ben, ce serait étrange qu'il n'y ait aucune dynamique patriarcale derrière le silence sur cette personne. Elle dit je suis tannée de lutter pour lutter. En tant que femme qui lutte en tant que femme au sein d'un mouvement. Donc, évidemment, il y a quelque chose comme des alliés parce qu'on partage des convictions écologistes semblables. Par contre, il y a aussi des dynamiques de pouvoir à l'intérieur des mouvements, à l'intérieur des organisations. Et on peut le remarquer en faisant un rapide tour d'horizon des porte-paroles qui sont des grandes organisations. Pensons à Greenpeace, Ixta, Fondation David Suzuki, ou juste les gens, les porte-paroles qui sont interpellés sur les enjeux environnementaux et qui par la suite, les journalistes vont décrire comme étant le mouvement écologiste est d'accord ou condamne telle action, alors qu'il n'y a pas de structure fédérative dans le mouvement vert au Québec. Là. Pour le meilleur et pour le pire, peut-être, on pourrait peut-être pas en parler ici, là, mais bon. Fait déjà, là, je pense qu'il y a cette dimension-là qu'il faut se rappeler quand on est un homme qui lutte dans les mouvements sociaux, c'est qu'on le veuille ou non, on transporte avec nous un bagage de domination par notre présence, par le langage, par notre aisance, parce qu'on s'est fait enseigner par des processus de socialisation à davantage prendre la parole, à davantage accepter des postes de direction, de coordination, de visibilisation, moins de travail, évidemment invisible dans le travail d'organisation. La quantité de travail invisible est phénoménale. Puis en parallèle de tout ça, tout le travail de porte-parole, d'avant-scène, qui est principalement accaparé par des hommes à l'arrière-scène. Là, je n'ai pas de chiffre là-dessus, mais spontanément, là, de mon expérience, je serais prête à dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont lutter pour l'environnement ou dans le mouvement écolo que j'ai rencontré au Québec, la quantité de femmes est beaucoup plus élevée, probablement pour des dynamiques, des processus que Myriam a décrit tantôt, là, c'est-à-dire une forme d'assignation socio-historique à la défense du naturel. Évidemment, ce n'est pas une naturalisation. Là. Je pense qu'on peut s'entendre sur cette dimension-là. Puis, paradoxalement, elle se retrouve à l'arrière-plan majoritairement. Et ce n'est vraiment pas parce qu'elles n'ont pas les capacités. Ça, c'est certain. Parce que les femmes pertinentes et pleines de formation et de capacités, là, il y en a à revendre dans le mouvement vert au Québec. En tout cas, c'est celui que je connais. Oui. Et en tant que femme blanche aussi, on se doit d'être consciente des privilèges qu'on a. Je l'ajoute parce qu'on parle souvent des hommes, mais en tant que femme blanche aussi, on peut avoir ça en tête quand on est dans un mouvement de lutte ou peu importe, dans un groupe quelconque. Myriam, là-dessus? Oui, ça
ça m'amène juste à dire que en fait, quand on rentre dans un mouvement social, mais c'est ce que disait Frédéric un peu, c'est comme si tout à coup on crée une bulle et on se disait que c'était complètement imperméable aux autres oppressions et aux autres dynamiques oppressives, ce qui n'est absolument pas le cas. Moi, c'est pour ça en fait que j'ai très à cœur d'aller dans les écoféminismes qui sont revendiqués par des femmes pauvres, des femmes de couleur. C'est pour ça aussi que je suis très proche des mouvements d'écologie queer, parce que aussi le mouvement écologiste il est pétri d'hétéronormes avec des arguments de mais quel monde allons-nous laisser aux enfants et de oui, tu es trans, alors tu prends des hormones, donc tu sers le capitalisme et donc les industries pharmaceutiques, et donc il faudrait retourner à quelque chose de très naturel. Enfin, voilà, il y a tout un véhicule en fait énormément d'idées oppressives à l'intérieur même des groupes sociaux. Et donc pour moi, c'est vraiment l'idée de dire c'est pas fini en fait une fois qu'on arrive dans un mouvement social, c'est pas fini du tout en fait. On n'est pas là tout à coup neutralisé et on se dit on avance en front en fait, absolument pas. Et donc oui, c'est ce que disait Frédéric, les gens qui ont le plus de privilèges doivent être complètement prêts à les laisser en fait, et ça fait mal et c'est pas facile. Non mais il faut le dire en fait, c'est pas quelque chose qui est simple en fait, pas du tout, parce que déjà souvent on se rend pas compte qu'on en a. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que les hommes cis, blancs, etc., mais toute personne, a priori, devrait se former, en fait. Je pense qu'il faut vraiment contribuer ou inviter des personnes qui forment les mecs, en fait, à prendre moins de place, qui forment les mecs à ne pas reformuler ce qu'on dit. Il faut, en fait, des formations de ça. Et heureusement, il y a des féministes qui ont le courage de faire ça, ce que moi, je ne pourrais jamais, mais c'est super qu'elles le fassent, parce que sinon, ce n'est pas possible. Mais par contre, à l'inverse, pour moi, il faut aussi autonomiser les femmes, en fait, parce qu'on ne peut pas juste demander aux hommes d'arrêter de prendre de la place. Il faut faire en sorte que les femmes puissent se sentir légitimes de le faire, en fait. Et ça, pour moi, ça passe par un seul outil qui, pour moi, a toujours fait ses preuves là-dessus, qui est la non-mixité, en fait. Et vraiment, j'ai vraiment à cœur de dire que il faut des... Alors, si c'est pas tout le temps, ça peut être tout le temps aussi, ça peut être un but, mais moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est des moments. Il faut des moments, pour moi, de non-mixité dans n'importe quel mouvement social pour pouvoir, en fait, se donner de la force, pour pouvoir comme démocratiser un peu nos manières de parler, parce que je sais en fait la honte intériorisée qu'on a souvent de parler en fait. Et souvent, ça a trait encore une fois à cette condamnation du féminin. En fait, je m'explique quand je dis ça, c'est que les femmes parleraient avec plus d'émotion, elles auraient moins de faits scientifiques, elles seraient moins distanciées de leur sujet. Tout ça en fait, ce répertoire, ce truc qu'on nous a inculqué depuis toute petite. Moi, en fait, souvent, je me sens complètement interdite de parler à cause de ça, et encore plus devant des mecs. Et par exemple, j'ai beaucoup milité dans des mouvements antinucléaires. On dirait que pour être antinucléaire, il faut être un expert, avoir fait un doctorat, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du retour au bon sens, du retour à l'émotion, sans être essentialisante, évidemment, que les mouvements féministes, qui ne sont pas forcément des mouvements de femmes, mais que les mouvements féministes peuvent nous apprendre à faire, et notamment par les éthiques du care, en fait. Du coup, il y a voilà, une balance en fait à avoir entre d'un côté des hommes qui cèdent du privilège, qui le nomment en fait et qui s'en dépossèdent, et de l'autre côté en fait des femmes qu'on autonomise, et à l'intérieur de ça un mouvement écolo qui fait partie en fait d'un monde social, qui n'est pas retiré en fait, qui n'est pas dans une contemplation ou dans une sauvegarde ou une protection de la nature en fait. Je sais au Canada, je ne sais pas exactement comment ça se passe parce que je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas en France, on est toujours dans ce paradigme de si on est écolo, eh ben, on veut sauver la nature, on veut sauver les bébés baleines, on veut sauver. Il y a tout un truc où on sauve en fait. Et qui est-ce qui sauve le plus en fait aujourd'hui? Qui sont les personnes qui se sentent le plus OK de sauver? Ben, en fait, c'est des mecs blancs. C'est logique. Enfin, c'est complètement logique que cet espace soit investi le plus par des personnes à qui on a dit depuis tout petit, tu vas sauver le monde, tu vas sauver la princesse en détresse en fait. Donc il y a tout un truc où il faut sortir pour moi de ce saviorism, quoi, qu'il soit white ou n'importe quoi d'autre, et révéler ou dénoncer le fait que pour certains et pour la plupart, en fait, qui sont, comme disait Frédéric, des porte-paroles ou qui ont des places assez stratégiques dans le mouvement écologique, pour la plupart, c'est des choix, en fait. C'est des choix qu'ils ont fait de rentrer dans l'écologie. Parce que c'était cool, parce que c'était sympa, parce que ça éveillait des désirs de justice entre eux. Mais en fait, pour moi, il faut vraiment se rappeler qu'il y a énormément de personnes qui sont engagées, encore une fois, principalement dans les pays du Sud, dans l'écologie par survie en fait et pas par choix. Donc, et par exemple moi je suis féministe par survie, pas par choix. Donc il y a vraiment tout un truc de juste se réinjecter quelque chose d'incarné en fait, d'immédiat, qui est beaucoup moins dans cette théorie détachée, scientifique, etc., qui est pas forcément du côté des hommes. Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, je dis juste que c'est
une tradition de discours qui a été marquée du masculin, ce qui n'est pas exactement... Et de la blanchité. Oui. Enfin, voilà, je connais des femmes blanches qui font exactement la même chose. Ce n'est pas du tout l'idée de refaire des binarités. Ouais. Ouais. Ben, ça fait du bien d'entendre tout ça, je dois le dire. En tant que femme, là, je me raccroche beaucoup à vos propos, à vous deux. Je vais vous poser une question en lien avec, on parlait des hommes et du mouvement écologiste, du mouvement vert au Québec, ceux qui sont convaincus ou qui y sont impliqués. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des hommes ou des gens qui le sont moins, justement, moins convaincus. Puis, dans certains domaines, puis là, je vais parler de la tendance très concrète là, du zéro déchet, OK, qui est une tendance à mettre ça sur nos épaules au niveau individuel pour réduire notre empreinte écologique. Ça fait beaucoup d'adeptes dans les dernières années. Puis malheureusement, on s'est rendu compte que c'est surtout les femmes qui prennent la charge mentale de cette politique-là à l'intérieur de la maison. Plusieurs études aussi démontre, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu lire, que respect de l'environnement ou que écologie résonne peu avec ce qu'on appelle la masculinité classique, là, hein, voire parfois toxique. Là, je me disais, la cause environnementale, est-ce qu'elle devrait prioriser dans ses actions de sensibilisation, dans toutes ses actions, est-ce qu'elle devrait pointer vers justement ces hommes classiques-là pour ramener du nouveau monde, pour les sensibiliser à la cause, ou est-ce que la cause environnementale devrait pas plutôt se joindre aux luttes intersectionnelles féministes et de diversité de genre, dans le sens où le but, ce serait d'éliminer d'office la masculinité classique. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais. C'est un peu compliqué, mon affaire, là. Mais je vois des hochements de tête. Fait que je me dis que vous me suivez. Frédéric, pour commencer, je peux commencer Oui, par Myriam aussi. ça ne me dérange pas. Frédéric. Est-ce que Myriam, tu veux commencer? Ouais. Non, non, non. OK. Oui, il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu as dit, Marjorie, puis c'est tant mieux parce que c'est complexe Oui. comme enjeu. Déjà, sur le zéro déchet, je pense que nous trois ici, on peut s'entendre, puis les études le démontrent aussi. Ça vaut la peine de poser la question à savoir est-ce que l'adoption d'un mode de vie zéro déchet est compatible avec le féminisme. J'ai le goût de renvoyer un texte de, encore une fois, une amie collègue, Céline Oquet, qui avait écrit dans Ricochet, qui est maintenant rendu Pivot, média sur cette question-là, qui avait fait l'essai de réduire sa part de déchets domestiques. Et ce qu'elle s'est rendu compte, c'est qu'avant tout, l'adoption d'un mode de vie zéro déchet, c'est une augmentation des tâches domestiques. Hein. C'est laver plutôt que jeter. C'est faire plusieurs commerces, donc envisager son itinéraire pour limiter les déplacements, mais acheter plusieurs éléments. Là. Donc, les magasins zéro déchet, ils sont beaucoup plus rares. Déjà, en plus, à Montréal, c'est moins le cas, mais dès qu'on sort des grands centres, ils sont plus rares. Ça demande plus de distance. C'est une augmentation du temps de travail domestique. Et dans les couples, les études démontrent que ce temps-là est pelleté dans la cour des femmes. Fait évidemment que les hommes sont à interpeller autant pour des raisons environnementales que d'équité, que pour des raisons, disons, patriarcales, sur leur responsabilité des tâches domestiques, entre autres pour le zéro déchet, mais ça reste un des exemples, si on veut, dans la division sexuelle des tâches qui est encore aujourd'hui principalement accaparée par les femmes. Ceci étant dit, sur est-ce que le mouvement vert devrait interpeller les hommes et ou les femmes sur la réduction de déchets à la maison? Là, on peut changer d'échelle de lecture et se demander, mais d'où viennent les émissions, d'où viennent les déchets à l'échelle mondiale? Et là, on doit changer de cible, en fait. Il faut se demander qui pollue. Et j'ai le cas des États-Unis puis de la France en tête, là, mais en termes de production de déchets solides, aux États-Unis, c'est 99% des déchets solides produits annuellement qui le sont par des entreprises. Ce que ça veut dire, c'est si 100%
des ménages états-uniens. Ça inclut des ménages comme Donald Trump. Là. S'il devenait zéro déchet demain matin, ce que ça aurait comme impact sur la quantité de déchets que les États-Unis produisent, ce serait une diminution de 1%. Donc, déjà, il faut se demander d'où viennent les déchets. Puis, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a des données qui sont semblables en termes de proportion. On peut faire la moyenne à l'échelle mondiale où le Canada est responsable de 15,3 tonnes de CO2 par habitant par année, alors quand on prend un pays comme la République démocratique du Congo, qui est en moyenne à 0,02 tonnes de CO2 par habitant, quand on dit qu'on est trop sur la planète, on est trop de qui? Il ne faut pas bêtement compter le nombre de personnes qu'on est. Il faut se demander, mais comment est-ce qu'on répond à nos besoins. Puis ça, c'est seulement dans la sphère de la consommation, parce qu'il faut rentrer dans la sphère de la production. C'est les entreprises qui occupent la part du lion des déchets et des émissions. C'est 100 entreprises qui sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Fait que c'est vers eux qu'il faut braquer le projecteur. Là. Et là, il y a quelque chose comme un adversaire commun entre les différents groupes marginalisés qui écopent de façon disproportionnée de la crise pour le bien-être là, de ceux qui s'en sauvent. Vraiment les pieds au sec. Là. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles la convergence des luttes, si on veut, l'alliance de mouvements autochtones, antiracistes, féministes, écologistes est nécessaire. Ici, en tout cas, pour la question environnementale, c'est qu'il peut y avoir une accumulation du pouvoir de chacun des groupes pour renverser un pouvoir qui leur a été pris, qui leur a été soutiré par une poignée de personnes qui décident de l'orientation du monde et à qui bénéficie l'organisation actuelle de la société. Puis ça peut être inconfortable à accepter, mais si pour la plupart d'entre nous, l'organisation actuelle de la société nous est hostile, est une contrainte, pour une poignée de personnes, ça roule très bien. Là. Ça roule là, les cheveux dans le vent, en décapotable, sans aucune contrainte. Là. Ou s'il y a des contraintes, ils ont le moyen de les surpasser. Là. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler aussi. Là. Il y en a pour qui ça va très bien en haut et que l'organisation du monde, comme une pandémie ou comme la destruction des écosystèmes, elle leur est bénéfique. Et ça, c'est inconfortable à accepter, mais c'est un premier pas qui est nécessaire pour sortir des crises qui nous happent actuellement. Oui. Myriam, sur ce sujet, un complément? Oui, il y a beaucoup à dire, effectivement. Oui. La question, elle est très, très large. Moi, j'aimerais juste commencer par justement le zéro déchet. C'est devenu très soudainement à la mode, c'est devenu quelque chose qui est devenu complètement inaccessible pour les couches les plus populaires de la population, quelque chose d'assez bourgeois, de hype, les magasins zéro déchet, il faut rentrer dedans, quoi. Si on n'est pas bien habillé, on se sent presque mal, quoi. Il y a vraiment tout un truc, alors que donc voilà, moi j'aimerais bien juste revaloriser une généalogie du zéro déchet, qui est une généalogie de classe. En fait, les premières personnes à faire du zéro déchet, ce sont des personnes pauvres. Ça veut dire que donner les affaires, les vêtements d'un enfant à un autre, se prêter les choses, réutiliser les choses, ce sont des pratiques qui existent depuis toujours en fait chez les personnes les plus pauvres et les plus démunies. C'est des pratiques de survie. Donc encore une fois, on est dans ce truc de par choix, par survie. Quand c'est par survie et quand c'est fait par des personnes de couleur et pauvres, ça n'a aucun intérêt politique. Mais quand c'est revalorisé dans des magasins qui ont la cote et par des bourgeois blancs, en fait, tout à coup, c'est super. Donc, il y a vraiment pour moi à se méfier en fait, du discours autour du zéro déchet parce qu'il n'y a aucune reconnaissance de la généalogie de classe en fait, qui est à l'intérieur. Ensuite, le concept du déchet, moi, philosophiquement, il me fascine. Enfin, je pourrais en parler pendant super longtemps. Je me suis beaucoup intéressée aux déchets nucléaires, en fait. Je crois que pour moi, c'est les déchets qui m'obsèdent le plus parce que ce sont les déchets qui, aujourd'hui, sont impossibles à traiter. Donc, je veux bien qu'on réduise les déchets de façon individuelle, etc. Mais en fait, on est dans un contexte où aujourd'hui, les États produisent des déchets qui sont impossibles. Nous n'avons aucune solution matérielle pour traiter la radioactivité des déchets nucléaires, en fait. Donc, déjà ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve extrêmement peu dans tous les programmes écologistes, pour le coup. Très peu en parlent. Il y a un tabou total autour du nucléaire. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce que disait Frédéric, parce que je pense exactement la même chose. Il y a effectivement une charge mentale sur les femmes qui doivent
qui vivent en couple même, ou qui vivent en couple et qui doivent gérer en fait ce truc de zéro déchet. Et en fait, si vous voulez, le zéro déchet, j'ai rien contre. Enfin, on pourrait complètement y aller. Enfin, vraiment, j'ai déjà essayé, j'ai déjà pratiqué, j'essaye de faire attention, etc. Mais juste, en fait, dans un schéma capitaliste où le système repose sur la production en fait, de biens périssables, est absolument incompatible. En fait, on nous demande de faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec le système dans lequel on vit. Donc, ça veut dire qu'on est en constante lutte. Et ça, mentalement, en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être en constante lutte avec le monde qui nous entoure. Donc, pour moi, un mode zéro déchet, il est adaptable à un mode de vie qui serait autonome, à un mode de vie qui serait paysan, à un mode de vie qui serait raccroché à la terre et un mode de vie qui serait même anarchiste. J'ai été assez chanceuse pour vivre un peu ces modes de vie-là. Et effectivement, on était arrivé à faire du zéro déchet, mais sans s'en rendre compte, en fait. Sans s'en rendre compte du tout. Donc, il y a comme une inadéquation entre vivre dans des métropoles urbaines avec du surplastique et de la production constante et en même temps avoir des pratiques de zéro déchet qui sont, comme le disait Frédéric, complètement individualisantes, complètement dépolitisées, qui ne remettent pas du tout en question, en fait, la production globale des États riches. Et donc, pour moi, si on veut faire du zéro déchet, il faut détruire le capitalisme, en fait. C'est juste ça. C'est ça qui nous provoque les principaux déchets. Donc, premièrement, détruire le capitalisme et ensuite détruire le patriarcat. Je m'explique parce que ce n'est pas un problème, en fait, qu'il y ait du travail domestique. Le problème, c'est qu'il soit complètement dévalorisé. C'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est les femmes qui doivent s'en occuper, que ce n'est pas reconnu, que ça n'a aucune valeur. Mais en fait, il suffit, entre guillemets, d'enlever le travail salarié. Donc, imaginons qu'on est dans un contexte anarchiste tout à coup et c'est super, on travaille, mais on n'est pas du tout soumis à des contraintes salariales extérieures, hiérarchiques, etc. En fait, tout à coup, le travail domestique, c'est super, c'est un travail convivial, c'est un travail qui peut engager plusieurs personnes. Enfin, moi, les moments où j'ai vécu dans des ZAD ou dans des endroits qui étaient un peu en marge en fait, du pouvoir étatique, faire à manger, faire le ménage, ça devenait des moments magiques en fait. Et c'était plus du tout associé aux femmes qui, en plus, étaient dans un schéma hétérosexuel. Enfin, il y a aussi tout ça, la division sexuelle du travail, elle existe à cause de l'hétérosexualité. Donc, en fait, quand on déboulonne un espace, juste un espace, en fait, avec de l'autonomie alimentaire, si on le queerise un peu, quoi, on enlève l'hétérosexualité qu'il y a sur place et qu'on a du temps, eh ben, en fait, le travail domestique, c'est super. Et le zéro déchet, c'est super. C'est tout ce qui englobe, en fait, tout ça, qui rend ce truc complètement infaisable, à mon sens. Oui. Oui, et j'aimerais avoir une précision concrète sur ce mode de vie anarchiste. Vous viviez comment pour que le zéro déchet soit si facile? Alors, c'est simple, déjà, on n'avait pas de magasin à moins d'une demi-heure. Donc, ça, et pour ceux qui n'ont pas leur permis, on ne va pas juste à côté au coin, on prend notre vélo, je ne sais pas quoi, pour acheter des conneries. On ne peut pas commander de pizza à 20h, là, c'est pas possible. On est beaucoup dans la maison. Et donc, pareil, quand on est beaucoup dans une maison, tout à coup, et on revient encore une fois à ce truc de famille pauvre, de partage, en fait. Quand on est beaucoup dans une maison, on apprend très vite que les quantités individuelles sous plastique, ça ne sert à rien. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas du tout rentable. Donc, faire des grandes quantités de nourriture, on avait de l'accès à de la terre. Donc, ça, c'est absolument… Enfin, quand on va récupérer nos propres légumes, etc., il y a une autonomie, où il y a une espèce de connexion qui se crée, où on se dit, waouh, en fait, on est capable de faire ça. Et donc, on essaye vraiment de se rendre moins dépendant en fait d'autres choses, sans pour autant dire que l'autonomie alimentaire est le but ultime et que tout le monde devrait y arriver, parce que c'est déjà extrêmement dur en soi. Enfin, et on avait le temps, en fait, parce qu'on ne travaillait pas. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important de le dire. C'est le salariat, le salariat capitaliste nous prive, nous déforme de tout temps qui pourrait servir en fait à vivre. Et pardon, ça m'amène à mon dernier point qui est hyper important, parce que j'aime beaucoup cette autrice. Elle s'appelle Geneviève Pruvot. Je pourrais peut-être écrire dans le chat. Elle a écrit un livre qui s'appelle Quotidien politique, que j'ai juste à côté de moi. Féminisme, écologie et subsistance. Et elle, en fait, elle parle de féminisme de subsistance. Elle dit, en fait, il y a tout un mouvement féministe qui a prêté attention à comment on fabrique la vie au quotidien, en fait, à ce rythme de vie lent, à cette attention sur le domestique, à cette capacité de créer du commun ensemble. Et donc, c'est un mode de vie qui est très souvent paysan, qui est très souvent attaché qui est dans une temporalité qui n'est pas du tout celle du travail capitaliste. Et je crois que cette idée de subsistance, en fait, de dire qu'aujourd'hui, toute notre attention et tout notre temps devrait être accordé à la subsistance, ça change complètement, enfin radicalement tout, quoi. Et peut-être qu'à partir de là, oui, il y aurait du zéro déchet et il y aurait une forme de
de lutte sociale qui serait peut-être plus ancrée, à mon sens. Mais voilà, Ouais. en tout cas, et c'est ça, et c'est dont parlent les écoféminismes aussi, en fait. C'est pour ça, limite, se déclarer écoféministe en plein centre-ville d'Ottawa, je vois même pas le sens, quoi. Enfin, non, mais tu vois, il y a vraiment un truc de... Ouais, c'est comme des Ouais, ouais. éléments qui se repoussent, quoi. Ça va pas ensemble. Oui, 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 oui. C'est très important ce que vous nommez là, la question de la forme, du système qui fait que c'est difficile finalement d'y arriver. C'est paradoxal, ça se cogne. Mais est-ce que, puis je vais revenir à la convergence des luttes parce que je trouve que c'est important d'en parler. Puis c'est Frédéric qui disait, qui nommait ça la convergence des luttes. Mais juste avant de se demander comment on peut y arriver, j'aimerais savoir si malgré tout, il pourrait nous rester quelques initiatives individuelles qui seraient efficaces, malgré que le problème, c'est le système, malgré que le problème, c'est le capitalisme, le patriarcat. À petite échelle, soit qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'investir dans ces luttes-là, bien sûr, on peut s'impliquer, on peut se mobiliser, mais sinon, est-ce qu'on revient aux pailles en plastique? Non, mais je rigole, là, mais c'est parce que la paille, c'est un bon exemple à quel point c'est petit, hein? Moi, je veux bien, je réponds si Frédéric est d'accord, parce que Oui. deux Oui, je t'en petites prie, réponses, Myriam. et comme ça peut te permettre de parler peut-être plus. Moi, je suis vraiment contre une écologie de la consommation. Enfin, je ne considère pas qu'il y a des choix de consommation éthiques. Alors, et pourtant, je suis végane et j'écris beaucoup. Enfin, voilà, mais pour moi, c'est plutôt des engagements. Je cherche plutôt les engagements communautaires, en fait. Et je crois que, à mon niveau et à mon sens, je ne vais pas dire que je ne suis pas en train de dire à tout le monde de faire ça parce que je sais que c'est absolument infaisable pour énormément de catégories de la population. Et de toute façon, tous les choix individuels, ils émanent en fait de positions privilégiées parce que ça implique qu'on ait le choix, encore une fois, ce qui n'est pas le cas pour plein de personnes. Mais pour moi, en tout cas, l'action qui m'a donné le plus de force, c'est de me retirer du travail salarié, en fait. C'est vraiment d'arrêter de travailler. Et c'est pas de consommer mieux, de consommer bio, de consommer éthique, de consommer moins de viande. C'est de me retirer d'un système où en fait on attendait de moi que je produise tous les jours quelque chose et qui était censé avoir une valeur marchande qui allait finir sur le marché en fait. Mm. Et de faire ça et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait ça, il y a comme une espèce de puissance d'agir qui est incroyable à l'intérieur. Je dis pas que c'est pas difficile et que c'est faisable encore une fois, mais si on doit parler de choix individuels, et je parle vraiment de mon vécu, sans vouloir le généraliser ailleurs, moi, c'est ça qui m'a le plus transformé jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est ça qui a permis de créer des alliances, d'avoir le temps de créer des communautés. C'est ça qui m'a permis d'aller habiter dans cette maison. C'est ça. En fait, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est démesuré. On apprend aussi à moins compter sur l'argent parce qu'en fait, on n'habite plus en ville, on n'a plus un loyer démesuré, on mange plus n'importe quoi tout le temps, on paye plus l'abonnement de bus. Enfin, il y a tout ce truc-là qui, comme s'effondre, et ça laisse ouvert des pans immenses. Et moi, j'en suis venue à vivre avec 50 personnes et en fait, on pouvait vivre avec 50 euros par mois en fait. C'était possible de vivre avec 50 euros par mois parce que si chacun et chacune mettait 10 euros, en fait, et ben, ça allait très bien et très, très bien. Donc, voilà, moi, à titre personnel, c'est vraiment ce choix individuel-là qui a, entre guillemets, changé ma vie, mais je ne crois quand même toujours pas au choix de consommation. Oui. Pour compléter, Frédéric, mais juste avant, je veux souligner que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sous la publication Facebook, sous le live Facebook, et on va nous faire le relais. On va se faire un plaisir d'y répondre. Frédéric, là-dessus. Oui, évidemment là, que quelconque mouvement, ben, limitons-nous au mouvement écolo pour l'instant, là, mais on peut difficilement condamner les actions individuelles de gens qui vont tenter de réduire leur consommation, tout court, leur consommation de viande, ou tout simplement, ou plus largement, d'adopter des comportements qui sont en adéquation avec leurs valeurs. Évidemment qu'on est tous et chacun à la recherche de cette adéquation-là. On cherche à adopter des comportements, comme Myriam le montre par cet exemple. Ben, d'arrimer son être avec les options qui lui sont disponibles. Et comme elle le souligne, ce n'est pas possible pour tout le monde. On peut difficilement condamner non plus, là, même si on considère, là, comme Marjorie, tu l'as dit, là, que c'est difficile de... On reconnaît l'ampleur du problème devant nous et qu'on ne peut pas changer le système en adoptant individuellement des comportements de consommation qui sont différents. C'est nécessaire quand même pour préserver une forme de santé mentale, de préserver cette adéquation. Ceci dit,
Évidemment, ça reste limité parce qu'on agit dans la sphère de la consommation, on agit dans la sphère de la sphère économique. Puis c'est assez fascinant de témoigner à quel point les options qui nous sont offertes en tant que consommateurs, on a peu d'emprise sur ces options-là, en fait. Les options qui nous sont offertes ne sont pas en fait, on n'a pas de droit de vote sur ces options-là. Puis c'est la raison pour laquelle, dans notre bouquin, on propose de braquer le projecteur sur la sphère de la production puis de cesser de blâmer les consommateurs qui n'ont pas de pouvoir économique. Et c'est la raison aussi pour laquelle on parle de démocratie économique dans le but d'élargir des initiatives autonomes comme celle que Myriam propose pour, si on veut, les rendre accessibles au plus grand nombre, en fait. Parce que, comme elle le dit très bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas à la portée de tous et toutes. Donc, nous, ce qu'on propose, et je pense conséquemment, c'est de travailler dans notre rôle citoyen, dans notre rôle politique, à rendre accessibles des options de consommation, si on veut, là, ou des choix de vie, si on veut ouvrir les possibles, qui sont en adéquation avec nos valeurs. Parce que faites l'exercice à la maison la prochaine fois que vous allez à l'épicerie, demandez-vous où a été produit les biens que vous mettez dans votre panier d'épicerie. Quel chemin ils ont parcouru? C'est quoi les matériaux qui sont dans ce que vous avez, que vous mettez dans votre panier d'épicerie? L'emballage, est-ce qu'il est nécessaire? Qu'est-ce qu'il y a sur l'emballage? La portion de publicité versus la portion de régulation qu'il y a sur l'emballage. On n'a pas de pouvoir économique en tant que consommateur, consommatrice, ni en tant que travailleur, travailleuse. Et c'est ça, comme j'ai mentionné, puis je vais prolonger cette idée-là, c'est la raison pour laquelle on parle de démocratie économique. Ce n'est pas des termes qu'on voit souvent côte à côte. On va dire, bon, avec les limites que ça l'implique, mais qu'on vit dans une démocratie politique avec les limites que ça l'implique. Mais de mettre côte à côte des mots comme démocratie économique, c'est rare qu'on entend ça. Et c'est nécessaire parce que ça vient rappeler que l'ensemble du pouvoir économique est accaparé par une poignée de dirigeants de grandes entreprises qui vont décider des normes de production, de la façon dont sont produites les marchandises et la façon que sont produites ces marchandises-là ne l'est pas en se souciant d'une pérennité environnementale, d'une pérennité des écosystèmes ou de la santé des travailleurs et des travailleuses, mais l'est avant tout pour la maximisation des profits de ceux et celles qui prennent ces décisions-là. On doit ouvrir les sphères décisionnelles économiques et politiques et on doit redonner un pouvoir aux travailleurs, travailleuses, consommateurs, consommatrices, qui leur a été soutiré. Hein. C'est un processus historique de vol. Cette histoire-là a été écrite dans la chair et dans le sang. Là. Pas ça ne nous est pas tombé dessus comme une comète. C'est le fait que nos iPhones sont produits à l'autre bout du monde par des populations hyper défavorisées qui dans des bâtisses où il y a des filets anti-suicide comme politique de santé mentale. C'est pas l'état naturel des choses, si on veut. L'histoire économique n'a pas été une histoire de la levée des contraintes, disons, économiques au plein déploiement de la nature humaine qui se reflète dans l'économie capitaliste. C'est plutôt l'inverse qui a été imposé au fer blanc sur la volonté des populations qui écopent encore aujourd'hui d'un système économique qui leur échappe. Donc, ce serait peut-être un peu ça la complémentarité de mon intervention, c'est par solidarité avec les gens qui ne peuvent s'offrir un mode de vie qui est en adéquation avec les valeurs, de travailler à changer, si on veut, le système à la hauteur de ce qui est possible, ou du moins faire ce que nous, on considère comme nécessaire, c'est-à-dire participer à la discussion, mais braquer le projecteur sur les criminels climatiques, là, si on revient à la crise écologique, et les mécanismes qui les gardent en place et qui les voilent aussi, parce que déjà, de rappeler que la lutte écologiste est une lutte, ça ne va pas de soi. Ça souligne qu'il y a des adversaires, puis on l'oublie peut-être un peu trop souvent, même dans le mouvement écolo, que justement, on se promènerait main dans la main, tout le monde ensemble pour sauver Gaïa. Ce ne sera pas une partie plaisir, on va perdre des gains, on va perdre du confort et c'est pas vrai qu'on va toujours marcher en parade avec les premiers ministres là, pour sortir de la crise. Il faut rappeler l'ampleur du conflit. Le conflit, en fait, je vais finir là-dessus, il est déjà là.
Et on est en train de le perdre, le conflit environnemental. Et tant et aussi longtemps qu'on va refuser de l'accepter, de le nommer, eh bien, on va laisser le champ libre à nos adversaires qui, eux, principalement eux, vont avoir les coups des franges pour jouer toutes leurs cartes et continuer de gagner, mais à plate couture, contre des populations complètement abattues par la crise. Merci. On a perdu la fin, mais merci beaucoup d'avoir repris. Il nous reste une quinzaine de minutes. Puis là, j'ai envie de continuer sur les luttes. On a parlé de convergence des luttes. Comment on va arriver à faire ça? Ce ne sera pas facile. Comme Frédéric l'a mentionné, il va y avoir des pertes nécessairement au niveau de notre confort. Puis j'ai envie de rajouter à quel point, selon vous, il faut être radical en 2022 dans nos luttes. Puis moi, c'est une question que je me pose personnellement aussi. Puis c'est difficile d'établir une échelle de radicalité en même temps, là. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus, soit nous poser des questions ou réfléchir sur cette notion-là. À quel point il faut y aller fort. Qui veut répondre en premier? Moi, je veux bien. Vas-y, Myriam, je t'en prie. Je pense qu'encore une fois, c'est difficile de faire des modèles un peu universels comme ça, de dire à quel point il faut. Ça dépend tellement en fait de nos possibilités, ça dépend tellement des conditions matérielles, ça dépend tellement de notre force mentale aussi. Il y a des personnes qui sont en lutte depuis qu'elles sont nées en fait, et je trouve que leur demander en plus de détruire tout ce qu'on leur a inculqué comme étant du succès et de la réussite, c'est un peu gonflé quoi. Donc, en fait, comme Frédéric, je ne crois pas en un grand récit global de prise de conscience de la destruction écologique actuelle. Je ne pense pas qu'il y aura un après et qu'on sera tous, on se dira, heureusement qu'on a trouvé la solution, c'est super. Je ne pense pas que ça existe. Je ne pense pas non plus que tout le monde va foncer dans le mur. En fait, je pense qu'il y a des gens qui survivent déjà à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent des solutions, des gens qui créent des choses. J'ai pu les voir, j'ai pu les vivre. Donc, c'est tellement parcellaire, en fait, c'est tellement éclaté, ce truc, que c'est difficile pour moi de répondre à la question en disant où il faudrait aller, en fait. Donc, du coup, à défaut de ça, je vais parler de moi, parce que je préfère me baser sur ce que je connais et ce que je vis. Et vraiment, je crois que j'incarne vraiment ce que Frédéric a pu dire à l'instant, il y a des personnes qui ont plus de manœuvres, plus de choix, plus de possibilités, et qui, elles, doivent œuvrer à faire en sorte que d'autres personnes qui n'en ont pas puissent accéder, en fait, à ces outils-là ou à ces espaces. Et en fait, c'est exactement mon cas. Par exemple, moi, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai comme projet, enfin c'est actuel en tout cas, de créer des communautés, d'acheter des terrains, de créer des habitats dessus, de vivre en fait en collectif. Ce que j'ai fait depuis 1 an et demi dans une maison qui n'était pas à moi, mais ce que j'aimerais faire en tout cas dans les années à venir. Je suis en train de rassembler de l'argent pour ça. On est en train de créer des... comment on dit, j'aime pas dire économie, j'aime pas trop ce mot, mais je crois que c'est un peu ça qu'il faut dire. Des économies un peu communautaires, collectives avec d'autres gens qui sont basées vraiment sur des systèmes de prêt. Enfin voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. Et moi, c'est ça que je veux faire en fait. Moi, je veux pas avoir d'appartement en ville, je veux pas acheter une maison en ville. Je veux avoir de la terre et je veux créer mon habitat là-dessus en collectif dans un contexte de résistance politique en fait, avec des principes féministes, des principes queer, des principes anarchistes. Et je ne veux pas que tout le monde fasse ça, en fait. Ce serait abusé de dire qu'il faut que tout le monde fasse ça. Il n'y a pas tout le monde qui veut vivre comme ça. Mais par contre, je veux que pour les personnes qui peuvent bénéficier de ça, donc je parlais par exemple de ma maman qui en fait va bénéficier d'un système de retraite misérable et qui en fait n'aura pas l'argent pour vivre comme elle vit maintenant. En tout cas, elle vit juste décemment, mais en tout cas, elle ne pourra pas continuer à avoir cet argent pour vivre en ville. C'est juste pas faisable, en fait. Et qui, elle, n'a ni le temps, ni l'argent, ni le manœuvre en fait, de faire ce que je suis en train de faire. En fait, je rends ça accessible à elle. Donc, en fait, si elle veut passer... du temps ou sa retraite sur cette terre-là, en fait, ce sera possible. S'il y a des personnes qui veulent faire des moments de pause, des moments de repos psychologique, des moments pour venir apprendre à fabriquer des trucs, ces endroits, en fait, doivent être disponibles. Je connais un peu la législation en Amérique du Nord par rapport au squat ou à tous ces endroits-là. Je trouve que c'est affreux. C'est absolument pas le cas en Europe et en France, bien que ce soit difficile. Donc, il y a vraiment une idée, encore comme disait Frédéric tout à l'heure, de démocratiser, en fait, de rendre possible. Ce qui n'est pas un modèle d'imposition, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde devienne anarchiste, en fait. Parce que ce n'est pas possible. Et en fait, c'est rejouer même des logiques de domination et d'hégémonie que de dire tout le monde devrait adopter ce message-là.
bien qu'en mon fort intérieur, je sais que le capitalisme ne peut pas durer structurellement. Donc, voilà, il y a un peu un truc de rendre accessible. Et moi, par contre, je suis prête à aller au plus fort de la radicalité pour ça. Aujourd'hui, le truc le plus normal que je fais, c'est de faire une thèse, quoi. Et ça, je pense que c'est la seule chose dans ma vie qui fait que ma vie est à peu près normale. Mais tout le reste, ce que je pratique, comment je gagne mon argent, les amis que j'ai, tout ce que je fais, c'est déjà radical, en fait. C'est déjà à la marge. Et je suis ravie d'être là, en fait. Ça me va très bien. Je n'ai pas l'impression de faire des sacrifices énormes. Mais je n'oserais pas élargir cet état à d'autres personnes, en fait. Je sais que moi, mon rôle, c'est la radicale. OK, dans la famille, je suis la radicale. C'est bon, j'ai pris l'étiquette, il n'y a pas de problème. Je vais y aller. Genre, I'm gonna go for it maintenant que je l'ai. Mais je ne peux pas me dire que c'est quelque chose vers lequel tout le monde devrait aller. Ouais. Il y a des personnes, au contraire, qui sont très normées ou qui sont très dans un cadre extrêmement normé, qui deviennent radicales et en fait, ça leur détruit tout. Enfin, ça leur détruit parce que c'est difficile de croire pendant, ou même pas de croire, mais juste de construire quelque chose pendant 20, 30, 40 ans et tout à coup, quelqu'un nous dit, ah bah, en fait, non, tout ça, tu avais tort, donc il faut tout recommencer à zéro. Désolé. En fait, vraiment, en termes de santé mentale, c'est pas tenable, en fait. Donc, il y a des personnes qui doivent continuer là où elles sont et c'est pas si grave, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Je pense qu'on va terminer avec toi. Il est 9h25. On voudrait bien t'entendre là-dessus. Bon, la question de base, c'était à quel point faut-il être radical en 2022? Je voulais aborder aussi la convergence des luttes. On s'en va vers là. Je vais peut-être davantage répondre sur celle de la radicalité. C'est une question qui m'interpelle particulièrement. Je pense que ce n'est pas une question, c'est pas un concours de radicalité. Il ne faut pas se demander sur un échiquier jusqu'où est-ce que je suis prête à aller en termes. Ben, je prends la réponse d'un point de vue d'une organisation environnementale, le type de revendication, d'action, de discours qu'elle peut envisager. C'est avant tout un enjeu de cohérence économique, sociale et culturelle et de revendiquer des demi-vérités ou des mensonges rassembleurs que sont la carboneutralité, l'économie verte ou la croissance verte. Ce n'est pas, disons, de faire une économie de la radicalité au profit d'être davantage accessible. C'est directement et sans compromis alimenter la racine même du problème. Dès qu'on est en train de reproduire un discours qui accepte une forme de croissance économique, qui est l'augmentation du PIB, l'augmentation annuelle de la quantité de marchandises qui sont échangées dans une économie, qui a une dimension matérielle. Le PIB, c'est des tonnes de briques, c'est des pelletées de sable, c'est du pétrole, c'est des matériaux lourds, c'est des métaux rares qui sont extraits de la nature, qui sont transformés, produits, transportés, consommés et jetés. Tout ça, ça a une dimension matérielle. Et dès qu'on fait on se porte à la défense de quelconque épithète qui sous-tend cette réalité matérielle-là, on est en train d'accepter un niveau de destruction du monde. Ça, c'est important de l'accepter dans un premier temps. La carboneutralité, comme a prétendu notre premier ministre, que le troisième lien serait carboneutre, il faut comprendre que, premièrement, c'est un mensonge. Deuxièmement, c'est une fraude intellectuelle. Troisièmement, ça repose sur une autre forme, du colonialisme vert. Il n'y a aucune carboneutralité sans compensation. Les mécanismes de compensation reposent sur une forme de marché privé du carbone, d'entente non transparente, non démocratique avec des entreprises basées dans le sud global qui fonctionnent de façon non démocratique. Si je peux juste me permettre, c'est exactement la même chose pour le nucléaire, en fait. Il n'y a pas de nucléaire vert, il n'y a pas de nucléaire. C'est basé sur l'extractivisme colonial 100%. Désolée, je me suis. Oui, parfait. Mais exactement. Puis, ce qui va généralement se traduire par la privatisation d'une forêt qui était possiblement même préhabitée par des populations autochtones, qui va se traduire par une forme d'expropriation qui est au final bénéficie au niveau de la rhétorique puis des discours à des entreprises ou des gouvernements qui vont se draper dans une forme de vertu verte. Donc, quel niveau de radicalité on est prêt à aller? Il faut avant tout, quand on témoigne d'actions qui sont présentées comme étant radicales par les médias de l'époque, comme le blocage de trains ou du sabotage de pipeline, l'ampleur de la crise qui est devant nous. La réalité est d'une radicalité qui est difficilement nommable. On n'est plus à une époque où
il est plus difficile, comme le disait le dicton, d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. On est dans une époque où la fin du monde, elle est manufacturée de façon pleine et consciente par une élite au pouvoir qui ne laissera pas aller le morceau de plein gré. Il va falloir le forcer tant que le poison qu'ils nous vendent va leur être profitable et que la législation va leur permettre de vendre les énergies fossiles, elles vont continuer de le faire. Et il va y avoir une forme de coercition là, qui va devoir être nécessaire. Et c'est à peu près à ce niveau de radicalité-là, si on veut, qu'il va falloir aller, c'est-à-dire de comprendre déjà l'état actuel du problème, qui va jusqu'à l'assassinat de militants écologistes là, qui vont s'opposer parfois jusqu'à physiquement par des principes de survie parce qu'on est en train justement de rentrer dans leur terre, dans leur maison avec tout l'appareillage industriel. Ces gens-là vont s'opposer par survie, par leur corps et vont tout simplement, si ce n'est pas assassiné par des milices qui sont embauchées, c'est le cas plus médiatisé de Berta Cáceres en Amérique latine. C'est un luxe, les militants écolos du Nord, que de pouvoir faire des marches encadrées avec le premier ministre. C'est une autre dimension de la lutte écologiste. Donc, quand on voit des populations autochtones bloquer des trains ou des gens saboter des pipelines, il faut avant tout se demander, mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont en train de faire ça et de rappeler avant tout l'ampleur de la crise et que ces gens-là, avant d'arriver à saboter des pipelines ou à bloquer, faire des blocages, des actions directes et radicales, disons-le, ils ont sûrement subi une forme de blocage institutionnel. Ces gens-là se sont probablement assis avec des ministres, ont discuté, ont organisé des manifestations, fait signer des pétitions. Ils ont subi une forme de blocage, un refus répété de la société qu'ils aiment au final et qu'ils essaient de transformer pour le mieux et qu'on leur offre des refus répétés. Et ça se peut que ces gens-là, ces communautés-là, finissent par éprouver une forme d'épuisement face à un mépris institutionnel qui leur est répété depuis des années, des décennies, voire des siècles pour les populations autochtones. Comment on peut trouver le courage de les condamner sur l'autel de la radicalité alors que les océans sont littéralement en train de nous engloutir? Qu'est-ce qui serait trop radical quand il est question ici, là, littéralement? Ce n'est pas sauver l'espèce humaine, là, mais c'est sauver les populations les plus défavorisées parce que les riches ont encore les pieds au sec et ils vont probablement toujours les avoir. Là. On n'est pas tous et toutes dans le même bateau. C'est important de le rappeler. Bien, merci beaucoup. Je sens que Myriam a peut-être quelque chose à ajouter. Vas-y. Oui, j'avais juste envie de dire que ça m'avait vraiment donné envie de là où je suis et de là où vous êtes, j'imagine aussi, en tout cas, de rendre hommage justement au peuple algonquin pour moi et au peuple autochtone qui sont des gardiens traditionnels en fait de ces terres. Et aujourd'hui, on est en train de parler de ça sur des territoires qui sont toujours non cédés en fait. Donc, je pense que c'est important de le reconnaître et de le nommer. Et de justement, si on parle d'écologie et de territoire et de défense de terre, ce sont, en tout cas, dans l'ancrage où je suis maintenant, ce sont des personnes qui presque devraient être à ma place en fait et à notre place aussi. Qu'on ait en fait ce privilège de pouvoir en parler là entre nous avec tous ces termes-là, ça montre aussi en fait. Non mais voilà, il y a quand même quelque chose à avouer à cet endroit, moi qui me paraît important de nommer, bien que ce soit pas de la culpabilité dans le vide quoi, mais j'avais quand même juste envie de poser ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, et on le spécifie, on le nomme à nouveau. On est sur un territoire effectivement non cédé, quoi qu'on est en virtuel, mais on est chacun chez nous. Puis bon, bref, c'est important de le dire. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Merci aux gens du public qui étaient à la maison, mais qui étaient bel et bien présents. C'était vraiment super intéressant. Vraiment, ça m'a... Je vais quand même prendre le temps de montrer les deux ouvrages que j'ai eu l'occasion de consulter. Un texte de Myriam Bafou qui se trouve... excusez-moi, on ne m'entend peut-être plus, là, j'ai le livre devant le micro, mais un superbe texte de Myriam dans Feu, qui est un abécédaire des féminismes présents. Vraiment, c'est quand même vraiment substantiel, vraiment très intéressant. Et pour une écologie du 99%, livre de Frédéric Legault, Arnaud Thuria Cloutier et Alain Savard, publié aux Éco-Sociétés. Cette soirée a été organisée conjointement par la Maison de la littérature et le Consulat de France à Québec. Sous cette idée de nuit des idées, on s'est affairé à reconstruire ensemble. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.
Bye bye. Beaucoup, merci à vous. Au C'était revoir. super, merci.